Le soleil se levait doucement sur Paris, baignant les rues pavées d'une lumière dorée. Marianne, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux châtains et aux yeux verts, se préparait pour une journée ordinaire. Elle habitait un petit appartement dans le 15e arrondissement, un nid douillet qu'elle partageait avec son mari Charles et leur fille Sophie, âgée de 5 ans. La vie de Marianne était simple mais remplie d'amour, malgré les difficultés financières qui pesaient souvent sur le couple. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour sa famille, Marianne entendit le facteur glisser le courrier dans la boîte aux lettres. Elle ne s'attendait à rien de particulier, peut-être quelques factures ou des publicités. Pourtant, parmi les enveloppes habituelles, une lettre au papier épais et à l'aspect officiel attira son attention. L'expéditeur était un cabinet d'avocats qu'elle ne connaissait pas. Intriguée, Marianne ouvrit l'enveloppe avec précaution. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes imprimées, et soudain, elle dut s'asseoir, les jambes tremblantes. La lettre l'informait qu'elle venait d'hériter d'une somme considérable, 1 million d'euros. L'héritage provenait de sa tante Élise, une femme excentrique que Marianne avait peu connue mais qu'elle avait pris soin de visiter régulièrement dans sa maison de retraite ces dernières années. Marianne relut la lettre plusieurs fois, incapable de croire ce qu'elle voyait. 1 million d'euros. C'était une somme qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ses pensées tourbillonnaient, oscillant entre l'excitation et l'incrédulité. Elle se souvenait des promesses vagues de sa tante Élise, qui lui disait toujours qu'un jour, elle lui laisserait quelque chose d'important. Mais Marianne avait toujours pensé qu'il s'agirait d'un bijou de famille ou d'un petit souvenir, pas d'une fortune. Alors que Charles entrait dans la cuisine, suivi de près par Sophie encore ensommeillée, Marianne cacha instinctivement la lettre. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle lui disait de garder cette nouvelle pour elle, au moins pour le moment. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour digérer cette information qui allait changer leur vie. La journée passa comme dans un brouillard pour Marianne. Au travail, dans la petite librairie où elle était vendeuse depuis des années, elle avait du mal à se concentrer. Ses collègues remarquèrent sa distraction, mais elle mit cela sur le compte d'une mauvaise nuit. En réalité, son esprit ne cessait de vagabonder, imaginant toutes les possibilités que cet argent pourrait leur offrir. Elle pensait à Sophie, et à l'éducation qu'elle pourrait maintenant lui offrir sans se soucier des coûts. Elle imaginait une maison plus grande, avec un jardin où sa fille pourrait jouer. Elle rêvait de voyages, de découvertes, de tout ce qu'il s'était refusé jusqu'à présent par manque de moyens. Mais en même temps, une petite voix en elle la mettait en garde. L'argent pouvait changer les gens, elle le savait. Comment cette soudaine richesse affecterait-elle leur vie de famille ? Le soir venu, de retour à la maison, Marianne observa Charles et Sophie avec un nouveau regard. Ils étaient sa famille, son monde. Elle ne voulait pas que l'argent change cela. Pourtant, elle savait qu'elle devrait leur en parler, et bientôt. Mais pas ce soir. Ce soir, elle voulait savourer la simplicité de leur vie, apprécier ce qu'ils avaient construit ensemble sans l'ombre de cette fortune inattendue. Les jours suivants furent un exercice d'équilibriste pour Marianne. Elle jonglait entre sa vie normale et ses réflexions sur l'héritage, cherchant le bon moment pour en parler à Charles. Elle commença à faire des recherches discrètes sur la gestion de patrimoine, les investissements sûrs, les moyens de faire fructifier cet argent pour assurer leur avenir. Une semaine après avoir reçu la lettre, Marianne décida qu'il était temps de partager la nouvelle avec Charles. Un soir, après avoir couché Sophie, elle s'assit avec lui dans leur petit salon. « Charles, commença-t-elle, le cœur battant, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle sortit la lettre et la lui tendit, observant attentivement son visage alors qu'il lisait. Les yeux de Charles s'écarquillèrent de surprise, puis un large sourire illumina son visage. « C'est incroyable, Marianne, s'exclama-t-il, la serrant dans ses bras. « C'est une chance inouïe. » Marianne se sentit soulagée par sa réaction positive, mais elle remarqua aussi une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ils passèrent une grande partie de la nuit à discuter de ce que cet héritage signifiait pour eux, de ce qu'ils pourraient en faire. Charles était plein d'idées et d'enthousiasme, parlant de quitter son travail, d'acheter une grande maison, de voyager autour du monde. Marianne, plus prudente, suggéra d'investir une grande partie de l'argent et de ne pas changer radicalement leur style de vie. « Mais pourquoi pas ?» argumenta Charles. « On a toujours vécu avec si peu, on mérite de profiter un peu, non ?
Marianne comprenait son point de vue, mais quelque chose dans son ton la mettait mal à l'aise. C'était comme si l'argent avait déjà commencé à changer quelque chose entre eux. Les jours suivants, Marianne nota des changements subtils dans le comportement de Charles. Il semblait plus distant, souvent perdu dans ses pensées. Il commença à faire des remarques sur leurs voisins, sur combien leur vie était meilleure maintenant. Marianne essayait de tempérer son enthousiasme, insistant sur l'importance de rester discret et de bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Malgré leurs efforts pour garder l'héritage secret, la nouvelle commença à se répandre dans leur entourage. La famille de Charles, en particulier, semblait soudainement beaucoup plus intéressée par leur vie. Sa mère, Rose, qui avait toujours eu une relation compliquée avec Marianne, commença à les appeler plus fréquemment, faisant des allusions à peine voilées sur l'aide financière qu'il pourrait apporter à la famille. Marianne se sentait de plus en plus mal à l'aise. L'argent, qui aurait dû être une bénédiction, semblait créer des tensions et des attentes qu'elle n'avait pas anticipées. Elle se surprit à regretter presque les jours où ils vivaient simplement, sans le poids de cette fortune soudaine. Un soir, alors qu'elle rentrait tard du travail, Marianne surprit Charles au téléphone. Il parlait à voix basse, d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas. « Oui, ne t'inquiète pas, on aura l'argent bientôt », l'entendit-elle dire. « Je m'occupe de tout. » Quand il la vit, il raccrocha précipitamment, prétextant un appel de travail. Mais Marianne n'était pas dupe. Quelque chose avait changé, et elle commençait à craindre que ce ne soit pas pour le mieux. Cette nuit-là, allongée dans leur lit, écoutant la respiration régulière de Charles endormi à côté d'elle, Marianne réfléchissait. L'héritage, qui lui avait semblé être une opportunité merveilleuse, commençait à ressembler à un test pour leur couple, leur famille, et leurs valeurs. Elle se promit de rester vigilante, de protéger ce qui comptait vraiment, l'amour et l'unité de sa petite famille. Alors que le sommeil la gagnait enfin, Marianne ne pouvait s'empêcher de penser que les vrais défis ne faisaient que commencer. L'argent avait le pouvoir de changer les vies, certes, mais elle était déterminée à ce qu'ils ne changent pas qui ils étaient au fond d'eux-mêmes. Avec cette résolution en tête, elle s'endormit, ignorant encore les épreuves qui l'attendaient et les secrets qui allaient bientôt éclater au grand jour. Les semaines passaient, et la vie de Marianne semblait osciller entre rêve et cauchemar. L'euphorie initiale de l'héritage s'était estompée, laissant place à une anxiété grandissante. Charles, autrefois si attentionné et présent, devenait de plus en plus distant. Ses absences se multipliaient, justifiées par de soi-disant réunions tardives au bureau ou des sorties entre collègues qui s'éternisaient. Un soir, alors que Sophie dormait paisiblement, Marianne décida de confronter Charles. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement, essayant de masquer l'inquiétude dans sa voix. « Tu sembles si ailleurs ces derniers temps. » Charles leva les yeux de son téléphone, surpris. « Rien du tout, chérie, » répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis juste un peu stressé au travail, c'est tout. » Mais Marianne n'était pas dupe. Elle connaissait Charles depuis plus de 10 ans, et jamais auparavant il n'avait agi de cette façon. Les appels furtifs, les messages qu'il s'empressait de cacher, les excuses de plus en plus élaborées pour ses retards. Tout cela formait un tableau qu'elle refusait d'accepter. Ce fut un mardi soir pluvieux que Marianne découvrit la première pièce du puzzle. En rangeant les affaires de Charles, elle tomba sur un ticket de caisse froissé au fond d'une poche. Un dîner pour 2 dans un restaurant chic de Montmartre, daté d'un soir où Charles prétendait travailler tard. Son cœur se serra. Elle voulait croire à une explication innocente, mais le doute s'était déjà insinué, tel un poison lent. Déterminée à connaître la vérité, Marianne commença à enquêter discrètement. Elle nota les horaires de Charles, vérifia les relevés bancaires, écouta attentivement ses conversations téléphoniques. Chaque nouvelle découverte était comme un coup de poignard. Des retraits d'espèces inexpliqués, des appels à des numéros inconnus, des mensonges de plus en plus évidents sur ses emplois du temps. Un jour, alors qu'elle faisait les courses, Marianne aperçut Charles dans la rue. Il était avec une femme qu'elle ne connaissait pas, une belle brune élégante. Ils marchaient côte à côte, riant et parlant avec une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Marianne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle s'accrocha à son caddie pour ne pas tomber, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, incapable de dormir, Marianne prit une décision. Elle allait suivre Charles,
découvrir toute la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le lendemain matin, après avoir déposé Sophie à l'école, elle emprunta la voiture d'une amie et suivit Charles à distance. Le trajet la mena hors de Paris, dans une petite ville de banlieue qu'elle ne connaissait pas. Charles s'arrêta devant une jolie maison avec un jardin bien entretenu. Marianne le vit entrer, accueillie par la même femme qu'elle avait aperçue la veille. Puis, à sa grande stupeur, 2 enfants sortirent en courant, se jetant dans les bras de Charles avec des cris joyeux de « Papa ». Le monde de Marianne s'écroula. Charles avait une autre famille. Une autre vie. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble semblait soudain n'être qu'un château de cartes, prêt à s'effondrer au moindre souffle. Tremblante, Marianne rentra chez elle. Elle passa le reste de la journée dans un état second, alternant entre larmes et colère froide. Quand Charles rentra ce soir-là, elle était assise dans le noir du salon, l'attendant. « Il faut qu'on parle », dit-elle simplement quand il entra. Charles alluma la lumière, surpris de la trouver là. « Qu'est-ce qui se passe, chérie ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Je sais tout, Charles », répondit Marianne, sa voix étrangement calme. « J'ai vu ta famille. » Le visage de Charles se décomposa. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Le silence s'étira, lourd de non-dits et de trahison. « Depuis combien de temps ?» demanda finalement Marianne. Charles s'effondra dans le fauteuil en face d'elle. « 5 ans, murmura-t-il. Ça a commencé comme une aventure, et puis... Je ne sais pas comment les choses ont pu aller si loin. » Marianne écouta, le cœur brisé, alors que Charles déballait toute l'histoire. Comment il avait rencontré Isabelle lors d'un voyage d'affaires, comment une liaison s'était transformée en une double vie. Les enfants, un garçon et une fille, étaient nés peu après Sophie. « Je vous aime toutes les deux », plaida Charles. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. » Mais ces mots sonnaient creux aux oreilles de Marianne. Toute leur vie ensemble lui apparaissait maintenant comme un mensonge. Les anniversaires, les vacances, les moments de bonheur partagés. Tout était teinté par cette trahison. « Et l'argent ?» demanda-t-elle soudain, une pensée terrible lui traversant l'esprit. « L'héritage. C'est pour ça que tu étais si intéressée ?» Le silence coupable de Charles fut une réponse suffisante. Marianne comprit alors que son mari avait probablement prévu d'utiliser une partie de l'héritage pour subvenir aux besoins de son autre famille. « Je veux que tu partes », dit-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ce soir. Je ne peux pas. Je ne peux plus te regarder. » Charles tenta de protester, de s'expliquer encore, mais Marianne resta inflexible. Cette nuit-là, elle le regarda faire ses valises et quitter l'appartement, emportant avec lui les débris de leur vie commune. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Marianne. Elle oscillait entre chagrin, colère et une profonde lassitude. Expliquer la situation à Sophie fut l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait jamais eu à faire. Comment dire à une petite fille de 5 ans que son père avait une autre famille, qu'il ne vivrait plus avec elle? Heureusement, Marianne n'était pas seule. Ses amis se mobilisèrent, offrant soutien moral et aide pratique. Sa meilleure amie, Lucie, passa plusieurs nuits sur le canapé, veillant sur Marianne et Sophie. Petit à petit, Marianne commença à entrevoir un avenir au-delà de cette trahison. L'héritage, qui avait semblé être la source de tous leurs problèmes, devint paradoxalement une bouée de sauvetage. Marianne réalisa qu'elle avait maintenant les moyens de reconstruire sa vie comme elle l'entendait, sans dépendre de personne. Elle consulta un avocat pour entamer une procédure de divorce, déterminée à protéger ses intérêts et ceux de Sophie. Le processus de divorce fut rapide, Charles ne contestant rien, probablement par culpabilité. Marianne s'assura que l'héritage reste sa propriété exclusive, arguant avec succès qu'il provenait de sa famille et n'avait jamais été mêlé aux finances du couple. Alors que l'été touchait à sa fin, Marianne commença à sentir un changement en elle. La douleur était toujours là, mais moins vive. Elle se surprit à faire des projets, à imaginer une nouvelle vie pour Sophie et elle. L'idée de déménager, de quitter cet appartement rempli de souvenirs, commença à germer dans son esprit. Un soir, alors qu'elle bordait Sophie, sa fille lui demanda « Maman, on sera toujours heureuse, toi et moi ?» Marianne regarda sa fille, si innocente et si forte à la fois.
Oui, ma chérie, répondit-elle, sentant une détermination nouvelle l'envahir. On sera heureuse. On va construire une nouvelle vie, toutes les deux. Une vie pleine d'amour et d'aventure. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Marianne réfléchit à tout ce qui s'était passé. La trahison de Charles avait été un coup dur, mais elle réalisait maintenant que c'était aussi une forme de libération. Elle n'avait plus à vivre dans le mensonge, plus à s'inquiéter des secrets et des non-dits. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Marianne l'envisageait avec un mélange d'excitation et d'espoir. Elle avait survécu à la tempête, et maintenant, c'était à elle de tracer sa route. Alors qu'elle commençait à s'endormir, Marianne ne se doutait pas que d'autres défis l'attendaient. La vie avait encore des surprises en réserve, certaines bonnes, d'autres moins. Mais une chose était sûre, quoi qu'il arrive, elle était prête à y faire face, plus forte et plus résiliente que jamais. L'automne était arrivé à Paris, apportant avec lui une fraîcheur dans l'air et un tourbillon de feuilles dorées dans les rues. Pour Marianne, cette nouvelle saison marquait aussi le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Le divorce avec Charles était finalisé, et elle commençait tout juste à retrouver un semblant de normalité dans son quotidien avec Sophie. Un samedi matin, alors que Marianne savourait un café sur son petit balcon, le téléphone sonna. C'était Rose, sa belle-mère, ou plutôt, son ex-belle-mère maintenant. Marianne hésita un instant avant de décrocher. Ses relations avec Rose avaient toujours été compliquées, et depuis la révélation de la double vie de Charles, les choses étaient encore plus tendues. « Allô, Marianne ?» La voix de Rose semblait inhabituellement enjouée. « J'espère que je ne te dérange pas. J'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. » Intriguée malgré elle, Marianne écouta Rose lui parler d'une maison qu'elle venait d'acheter. Une belle propriété dans le sud de la France, près de Aix-en-Provence, avec un grand jardin et une piscine. Rose décrivait la maison avec enthousiasme, s'attardant sur chaque détail, de la cuisine en marbre aux chambres spacieuses. « C'est formidable, Rose, dit Marianne, un peu perplexe. Mais pourquoi me raconter tout ça ? Il y eut un silence au bout de la ligne, puis Rose reprit, d'une voix soudain hésitante, « Eh bien, ma chérie, je pensais que, avec ton héritage, tu pourrais peut-être m'aider à la payer ?» Marianne sentit son cœur s'arrêter. « Pardon, dit-elle, sûre d'avoir mal entendu. »« Oui, tu sais, continua Rose, reprenant de l'assurance, c'est une opportunité en or. J'ai fait une offre sans réfléchir, et maintenant, eh bien, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Seulement 150 000 €. Ce n'est rien pour toi, avec ton million, n'est-ce pas ?» Marianne était abasourdie. Elle ne savait pas ce qui la choquait le plus, l'audace de Rose d'avoir acheté une maison en comptant sur l'argent de quelqu'un d'autre, ou le fait qu'elle semble ignorer complètement la situation avec Charles. « Rose, commença Marianne, essayant de garder son calme, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Charles et moi sommes divorcés. Il avait une autre famille. » Ce fut au tour de Rose d'être stupéfaite. « Quoi ? Mais c'est impossible. Charles n'aurait jamais. » Oh mon Dieu ! S'ensuivit une conversation longue et pénible, où Marianne dut expliquer en détail la trahison de Charles et les événements des derniers mois. Rose oscillait entre l'incrédulité, le chagrin et la colère, son rêve de maison dans le sud semblant soudain bien lointain. Mais l'argent, insista Rose une fois le choc initial passé. « Et tu l'as toujours, n'est-ce pas ? Tu pourrais quand même m'aider. » Marianne sentit la colère monter en elle. « Rose, cet argent est pour l'avenir de Sophie et le mien. Je ne peux pas le dépenser pour une maison que vous avez achetée sur un coup de tête. » La conversation se termina dans une atmosphère tendue, Rose raccrochant brusquement après avoir accusé Marianne d'être égoïste et ingrate. Marianne resta un long moment assise sur son balcon, le téléphone à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les jours suivants furent difficiles. Rose multiplia les appels et les messages, alternant entre supplications et reproches. Elle avait déjà versé un acompte pour la maison et risquait de le perdre si elle ne trouvait pas rapidement le reste de l'argent. Marianne se sentait tiraillée entre la culpabilité et la frustration. Elle savait qu'elle n'était pas responsable des décisions impulsives de Rose, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise à l'idée de la laisser dans cette situation. Un soir, alors que Sophie dormait, Marianne décida d'appeler Lucie pour lui demander conseil.
Son ami l'écouta attentivement avant de donner son avis. « Marianne, tu n'as pas à te sentir coupable, dit Lucie fermement. Rose est une adulte qui a pris une décision irresponsable. Ce n'est pas à toi de réparer ses erreurs, surtout après tout ce que tu as traversé. » Ces mots résonnèrent en Marianne. Elle réalisa qu'elle avait passé trop de temps à essayer de plaire aux autres, à répondre à leurs attentes. Il était temps de penser à elle et à sa fille. Le lendemain, Marianne prit une décision. Elle appela Rose une dernière fois. « Rose, dit-elle d'une voix calme mais ferme, je comprends que vous soyez dans une situation difficile, mais je ne peux pas vous donner cet argent. Cet héritage est pour l'avenir de Sophie, et j'ai la responsabilité de le gérer de manière responsable. » Rose commença à protester, mais Marianne continua, « Je suis désolée que les choses se soient passées ainsi. Je vous souhaite de trouver une solution, mais ce ne sera pas avec mon aide financière. » Après avoir raccroché, Marianne se sentit à la fois soulagée et un peu triste. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à la relation compliquée qu'elle avait toujours eue avec sa belle-mère. Peut-être que cette situation marquerait la fin définitive de leur lien. Les semaines passèrent, et peu à peu, les appels de Rose se firent moins fréquents. Marianne apprit par des amis communs que Rose avait finalement dû renoncer à la maison, perdant son acompte dans le processus. Elle ressentit un pincement de culpabilité, vite dissipé par la certitude d'avoir agi de manière responsable. Cette expérience poussa Marianne à réfléchir sérieusement à l'avenir. Elle réalisa qu'elle avait besoin d'un plan concret pour gérer son héritage. Après quelques recherches, elle prit rendez-vous avec un conseiller financier recommandé par Lucie. Lors de leur première rencontre, Marianne expliqua sa situation et ses objectifs au conseiller, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Philippe. « Je veux assurer l'avenir de Sophie, dit-elle, mais aussi avoir la possibilité de recommencer une nouvelle vie. Peut-être déménager, changer de carrière. » Philippe l'écouta attentivement avant de proposer un plan d'action. Il suggéra d'investir une partie importante de l'héritage dans des placements sûrs à long terme pour l'éducation de Sophie, de mettre de côté une somme pour l'achat éventuel d'une nouvelle maison, et d'utiliser une petite partie pour permettre à Marianne d'explorer de nouvelles opportunités professionnelles. L'important, souligna Philippe, c'est de ne pas prendre de décision hâtive. Vous avez le temps de réfléchir et de planifier. Ces mots résonnèrent en Marianne. Elle réalisa que depuis l'annonce de l'héritage, elle avait été prise dans un tourbillon d'événements, réagissant aux crises plutôt que d'agir selon ses propres désirs. Il était temps de prendre le contrôle de sa vie. Dans les jours qui suivirent, Marianne commença à faire des projets. Elle envisagea de reprendre des études, peut-être pour devenir bibliothécaire, un rêve qu'elle avait abandonné des années auparavant. Elle commença aussi à regarder des annonces immobilières, imaginant une nouvelle maison pour Sophie et elle, peut-être dans une autre ville, loin des souvenirs douloureux de Paris. Un soir, alors qu'elle feuilletait des brochures d'université, Sophie vint se blottir contre elle sur le canapé. « Maman, demanda-t-elle, on va déménager ?» Marianne regarda sa fille, surprise par sa perspicacité. « Peut-être, ma chérie. Ça te plairait ?» Sophie réfléchit un moment avant de répondre, « Oui, je crois. Mais seulement si on reste ensemble. » Émue, Marianne serra sa fille dans ses bras. « Bien sûr qu'on reste ensemble. Toi et moi contre le monde entier, tu te souviens ?» Cette nuit-là, en bordant Sophie, Marianne se sentit emplie d'un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Les défis étaient encore nombreux, mais pour la première fois depuis des mois, elle avait l'impression d'avoir repris le contrôle de sa vie. Alors qu'elle s'endormait, Marianne songea à l'avenir. Elle ne savait pas exactement ce que le futur lui réservait, mais elle était prête à l'affronter. Avec Sophie à ses côtés et la sécurité financière que lui apportait l'héritage, elle se sentait capable de surmonter tous les obstacles. Demain serait un nouveau jour, le premier d'une nouvelle vie qu'elle allait construire selon ses propres termes. L'hiver s'était installé sur Paris, enveloppant la ville d'un manteau blanc et silencieux. Pour Marianne, cette saison apportait un sentiment de renouveau. Après des mois de réflexion et de planification, elle avait finalement pris une décision qui allait changer sa vie et celle de Sophie, elles allaient déménager à Lyon. Le choix n'avait pas été facile. Marianne avait passé des nuits entières à peser le pour et le contre, à imaginer leur nouvelle vie loin de tout ce qu'elle connaissait. Mais au final, l'idée d'un nouveau départ,
loin des fantômes du passé, l'avait emporté. Un matin de janvier, alors que Marianne finalisait les derniers détails de leur déménagement, elle reçut un appel inattendu. C'était Charles. « Marianne, dit-il, sa voix trahissant une nervosité inhabituelle, il faut qu'on parle. C'est important. » Malgré sa réticence initiale, Marianne accepta de le rencontrer. Ils se donnèrent rendez-vous dans un petit café près de la place de la Bastille, un lieu neutre où ils avaient l'habitude d'aller autrefois. Quand Marianne arriva au café, Charles était déjà là, assis à une table dans un coin, l'air abattu. En le voyant, elle fut frappée par son apparence, il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. « Merci d'être venu, dit Charles alors qu'elle s'asseyait en face de lui. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce qui pouvait être pire que ce qu'elle savait déjà? « Je suis malade, Marianne, dit Charles, les yeux baissés sur sa tasse de café. Les médecins ont diagnostiqué un cancer du pancréas. Il est à un stade avancé. » Le monde sembla s'arrêter autour de Marianne. Malgré toute la colère et la douleur que Charles lui avait causée, elle ne put s'empêcher de ressentir un choc profond face à cette nouvelle. « Je suis désolée, continua Charles, sa voix se brisant légèrement. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je voulais que tu le saches. Pour Sophie. » Marianne resta silencieuse un long moment, essayant de digérer l'information. Finalement, elle demanda: « Combien de temps ? » « 6 mois, peut-être 1 an avec de la chance, répondit Charles, levant enfin les yeux pour rencontrer son regard. Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de regrets. Marianne se sentait déchirée entre la compassion et la colère persistante face aux mensonges de Charles. « Et ton autre famille ?» demanda-t-elle finalement. « Ils sont au courant ?» Charles hocha la tête. « Oui, ils savent. C'est compliqué. Isabelle et moi, nous nous sommes séparés. Elle ne veut plus me voir. » Marianne ne put s'empêcher de ressentir une pointe de satisfaction amère à cette nouvelle, suivie immédiatement d'un sentiment de culpabilité. Personne ne méritait de traverser cela seul. « Qu'est-ce que tu veux, Charles ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi me dire tout ça maintenant ?» Charles prit une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser, vraiment m'excuser, pour tout le mal que je t'ai fait. Et je voulais te demander si je pouvais voir Sophie, de temps en temps. Avant qu'il ne soit trop tard. » Marianne sentit les larmes lui monter aux yeux. La situation était si complexe, si chargée d'émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait refuser, protéger Sophie de la douleur à venir. Mais une autre partie savait que sa fille avait le droit de passer du temps avec son père, malgré tout. « Je vais y réfléchir, dit-elle finalement. Je dois en parler à Sophie, voir ce qu'elle en pense. Et il faudra établir des règles claires. » Charles acquiesça, reconnaissant. « Merci, Marianne. Je sais que je ne mérite pas ta gentillesse. » En quittant le café, Marianne se sentait comme dans un brouillard. Elle marcha longtemps dans les rues de Paris, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées et ses émotions. Comment allait-elle annoncer cela à Sophie? Comment allait-elle gérer cette situation avec leur déménagement imminent? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de discussions difficiles. Marianne prit le temps d'expliquer la situation à Sophie, avec autant de douceur et d'honnêteté que possible. La petite fille eut du mal à comprendre toutes les implications, mais elle exprima le désir de voir son père. Après de longues réflexions et discussions avec Lucie et son thérapeute, Marianne prit une décision. Elle accepta que Charles voie Sophie régulièrement, mais avec des conditions strictes. Les visites seraient supervisées, au moins au début, et Charles devait s'engager à être honnête avec Sophie sur sa situation. Le déménagement à Lyon fut reporté de quelques mois. Marianne savait que c'était la bonne chose à faire, donnant à Sophie l'opportunité de passer du temps avec son père tout en se préparant pour leur nouvelle vie. Les semaines qui suivirent furent étranges et émouvantes. Marianne observait Sophie et Charles reconstruire lentement leur relation, consciente que chaque moment était précieux. Malgré sa réticence initiale, elle ne pouvait s'empêcher d'être touchée par les efforts de Charles pour être présent et honnête avec leur fille. Un soir, après une visite particulièrement émouvante,
Sophie se blottit contre Marianne sur le canapé. « Maman, dit-elle doucement, je suis contente qu'on soit resté un peu plus longtemps à Paris. » Marianne serra sa fille contre elle, sentant son cœur se serrer. « Moi aussi, ma chérie. » Au fil des semaines, Marianne fut surprise de constater que la présence de Charles dans leur vie, bien que difficile, apportait une forme inattendue de closure. Voir Charles assumer la responsabilité de ses actes, s'efforcer d'être un meilleur père dans le temps qu'il lui restait, aidait Marianne à guérir de certaines de ses blessures. Un jour, alors qu'elle accompagnait Charles à l'hôpital pour un de ses traitements, il se tourna vers elle avec un regard sérieux. « Marianne, dit-il, je voulais te remercier. Pour tout. Pour ta gentillesse, ta force. Je sais que je ne pourrai jamais réparer tout le mal que j'ai fait, mais je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant pour ces moments avec Sophie. » Marianne sentit les larmes lui monter aux yeux. « Charles, répondit-elle doucement, je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour Sophie, et, pour moi aussi, d'une certaine façon. Pour qu'on puisse tous avancer. » Charles hocha la tête, comprenant. « Tu as toujours été la meilleure d'entre nous, Marianne. Sophie a de la chance de t'avoir. » Ces mots, bien que douloureux, apportèrent à Marianne un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle réalisa que le pardon, même dans les situations les plus difficiles, pouvait être libérateur. Alors que le printemps commençait à pointer le bout de son nez à Paris, Marianne et Sophie se préparaient finalement pour leur déménagement à Lyon. La santé de Charles s'était détériorée rapidement, et il était maintenant en soins palliatifs. Les adieux furent déchirants, mais empreints d'une certaine sérénité. La veille de leur départ, Marianne se tenait sur le balcon de leur appartement parisien, regardant la ville scintiller dans la nuit. Elle pensait à tout ce qui s'était passé depuis cette lettre qui avait tout changé, l'héritage, la trahison, la maladie de Charles, les moments de doute et de peur, mais aussi les instants de grâce et de pardon. Elle réalisa que l'argent, qui avait semblé être la source de tous leurs problèmes, n'était en réalité qu'un catalyseur. Il avait mis en lumière les fissures déjà présentes dans leur vie, mais il avait aussi offert la possibilité d'un nouveau départ. Demain, Marianne et Sophie partiraient pour Lyon, vers une nouvelle vie pleine de promesses et d'incertitudes. Elle laissait derrière elle un passé compliqué, mais aussi une forme de réconciliation qu'elle n'aurait jamais cru possible. Alors que Marianne fermait la porte de leur appartement pour la dernière fois, elle sentit un mélange de tristesse et d'espoir l'envahir. Quoi que l'avenir leur réserve, elle savait qu'elles étaient prêtes à l'affronter ensemble, plus fortes et plus sages grâce aux épreuves qu'elles avaient traversées. Le voyage vers Lyon n'était pas seulement un déplacement géographique, c'était le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où l'héritage ne serait plus un fardeau ou une source de conflit, mais un outil pour construire l'avenir qu'elles méritaient. Le train filait à travers la campagne française, emportant Marianne et Sophie vers leur nouvelle vie à Lyon. Assise près de la fenêtre, Marianne observait le paysage défiler, ses pensées aussi mouvantes que les images qui passaient devant ses yeux. Elle repensait aux derniers mois, à tout ce qui avait changé depuis cette fameuse lettre annonçant l'héritage. À côté d'elle, Sophie dormait paisiblement, sa petite main serrée autour de la peluche que Charles lui avait offerte lors de leur dernière rencontre. Marianne sentit son cœur se serrer en pensant à ces adieux déchirants. Malgré tout le mal que Charles avait fait, ces derniers moments partagés avaient été empreints d'une émotion sincère et d'un pardon inattendu. Le train s'arrêta dans une petite gare de campagne, et Marianne fut tirée de ses réflexions par l'agitation sur le quai. Elle vit une famille monter à bord, les parents chargés de bagages, suivis de 2 enfants excités. Cette scène lui rappela soudain Rose, sa belle-mère, et l'épisode de la maison dans le sud. Marianne n'avait pas eu de nouvelles de Rose depuis leur dernière conversation houleuse. Elle se demandait comment la vieille dame avait géré la perte de son acompte et l'échec de son projet immobilier. Une part d'elle se sentait encore coupable de n'avoir pas aidé, mais elle savait au fond qu'elle avait pris la bonne décision. Alors que le train reprenait sa route, Marianne sortit son carnet de notes. Ces dernières semaines, elle avait pris l'habitude d'y consigner ses pensées, ses craintes et ses espoirs. C'était une façon pour elle de faire le point, de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Elle commença à écrire « Cher journal, nous voilà en route pour Lyon, Sophie et moi. C'est étrange de laisser Paris derrière nous, de dire adieu à une vie que je croyais immuable il y a encore quelques mois. L'héritage de tante Élise a tout changé, mais pas de la façon dont je l'imaginais.
Je pensais que cet argent serait une bénédiction sans mélange, la clé d'une vie plus facile. Au lieu de cela, il a été le révélateur de fissures que je ne soupçonnais même pas dans ma vie. La trahison de Charles, les attentes de Rose, mes propres doutes et peurs. Tout a été amplifié, mis en lumière par cette soudaine fortune. Mais aujourd'hui, alors que nous nous dirigeons vers notre nouvelle vie, je réalise que cet héritage a aussi été un catalyseur de changement nécessaire. Sans lui, aurais-je eu le courage de quitter ma zone de confort, de recommencer à zéro dans une nouvelle ville? Aurais-je découvert cette force en moi, cette capacité à surmonter l'adversité et à prendre des décisions difficiles? Je pense à Charles, à sa maladie, à ses derniers moments partagés. La douleur est toujours là, mais elle est différente maintenant. Il y a une forme d'acceptation, peut-être même de pardon. Pas pour lui, mais pour moi. Pour pouvoir avancer sans le poids de la rancœur. Et Sophie. Ma petite Sophie qui dort à côté de moi, inconsciente des tourments des adultes. Elle a fait preuve d'une résilience incroyable face à tous ces changements. J'espère qu'un jour, quand elle sera plus grande, elle comprendra que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle, pour nous offrir un nouveau départ. Marianne s'arrêta d'écrire un moment, regardant sa fille avec tendresse. Elle reprit son stylo. Lyon nous attend avec ses promesses et ses incertitudes. J'ai choisi cette ville pour son dynamisme, ses opportunités, mais aussi pour la distance qu'elle offre avec notre passé. Assez loin pour recommencer, mais pas trop pour que Sophie puisse garder un lien avec son père, tant qu'il est encore temps. L'argent de l'héritage nous donne une sécurité, c'est vrai. Mais je réalise maintenant que sa vraie valeur réside dans la liberté qu'il nous offre. La liberté de choisir notre chemin, de prendre des risques, de nous réinventer. J'ai des projets plein la tête. Reprendre mes études, peut-être ouvrir ma propre librairie un jour. Des rêves que j'avais mis de côté et qui maintenant semblent à portée de main. Mais je sais aussi que je dois rester prudente, ne pas répéter les erreurs de Rose. Cet argent est une responsabilité, pas seulement un privilège. Je pense aussi à Lucie, à son soutien indéfectible durant ces mois difficiles. Notre amitié a été mise à l'épreuve, mais elle en est sortie plus forte. Elle a promis de venir nous rendre visite à Lyon dès que nous serons installés. C'est rassurant de savoir que certains liens persistent malgré la distance. Quant à Rose, je me demande ce qu'elle devient. Malgré nos différends, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour elle. Peut-être qu'un jour, quand les blessures seront moins vives, nous pourrons renouer le dialogue. Pour l'instant, j'ai besoin de me concentrer sur notre nouveau départ. Le train ralentit pour entrer dans une nouvelle gare. Marianne leva les yeux de son carnet, observant les voyageurs qui montaient et descendaient. Chacun avec sa propre histoire, ses propres luttes et espoirs. Elle se sentit soudain connectée à cette humanité en mouvement, partageant ce moment de transition. Elle reprit son écriture. Ce voyage en train est comme une métaphore de notre vie ces derniers mois. Nous avançons, laissant derrière nous des paysages familiers pour en découvrir de nouveaux. Il y a des moments de calme, comme maintenant, où l'on peut réfléchir, faire le point. Et puis il y a des secousses, des virages inattendus qui nous rappellent que rien n'est jamais acquis. Je me demande ce que l'avenir nous réserve à Lyon. Comment Sophie s'adaptera-t-elle à sa nouvelle école? Arriverai-je à me faire de nouveaux amis, à construire un nouveau réseau? Et si je me lançais dans ce projet de librairie, serais-je à la hauteur du défi? Toutes ces questions me font peur, mais c'est une peur mêlée d'excitation. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante, prête à affronter l'inconnu. L'héritage de tante Élise n'est pas seulement financier, c'est aussi un héritage de courage. Elle a toujours vécu sa vie selon ses propres termes, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Peut-être est-il temps que je suive son exemple. Je regarde Sophie et je vois en elle tout ce potentiel, toutes ces possibilités. Je veux lui montrer qu'on peut surmonter les épreuves, qu'on peut se réinventer. Je veux qu'elle grandisse en sachant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa capacité à aimer, à pardonner, à se relever après chaque chute. Cet héritage, finalement, c'est bien plus qu'une somme d'argent. C'est une leçon de vie, une opportunité de grandir et d'évoluer. C'est un nouveau chapitre que nous écrivons ensemble, Sophie et moi. Marianne ferma son carnet alors que le train approchait de Lyon. Le ciel s'assombrissait,
les premières lumières de la ville scintillant au loin. Elle secoua doucement Sophie pour la réveiller. « Regarde, ma chérie, dit-elle doucement, c'est Lyon. Notre nouvelle maison. » Sophie se frotta les yeux et regarda par la fenêtre, son visage s'illuminant d'émerveillement devant le spectacle des lumières de la ville. Alors que le train entrait en gare, Marianne sentit un mélange d'appréhension et d'espoir l'envahir. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir leur réservait, mais elle était prête à l'affronter. Avec Sophie à ses côtés et les leçons des derniers mois gravées dans son cœur, elle se sentait plus forte que jamais. Le train s'arrêta. C'était le moment. Marianne prit une profonde inspiration, serra la main de Sophie, et se leva. Ensemble, elles firent leur premier pas vers leur nouvelle vie, laissant derrière elles le poids du passé et embrassant les promesses de l'avenir. Lyon les accueillait, vaste et inconnue, pleine de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, Marianne se sentait vraiment chez elle. Le soleil se levait sur Lyon, baignant les quais de la Saône d'une douce lumière dorée. Marianne, debout devant la fenêtre de son nouvel appartement, observait la ville s'éveiller. Cela faisait maintenant 6 mois qu'elle et Sophie avaient emménagé ici, et chaque jour apportait son lot de découvertes et de défis. L'appartement, situé dans le quartier de la Croix-Rousse, était plus spacieux que celui qu'elles avaient quitté à Paris. Les hauts plafonds et les grandes fenêtres donnaient une impression d'espace et de liberté qui correspondait parfaitement à leur nouvel état d'esprit. Sur le mur du salon, une grande carte de Lyon était accrochée, parsemée de punaises colorées marquant les endroits qu'elles avaient déjà explorés et ceux qu'elles prévoyaient de visiter. Marianne se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Alors qu'elle sortait les bols, elle entendit les pas légers de Sophie dans le couloir. « Bonjour, maman, dit la petite fille en entrant dans la cuisine, ses cheveux ébouriffés et son doudou serré contre elle. « Bonjour, ma puce, répondit Marianne en l'embrassant. « Bien dormi ?» Sophie hocha la tête, s'installant à table. « J'ai rêvé qu'on volait au-dessus de Lyon, dit-elle avec un grand sourire. Marianne rit doucement. Ça devait être un beau rêve. Prête pour ta journée d'école ? L'adaptation de Sophie à sa nouvelle école avait été plus facile que Marianne ne l'avait craint. La petite fille s'était fait des amis rapidement et adorait sa maîtresse, Madame Dubois, une femme chaleureuse qui avait su l'accueillir avec bienveillance. Pendant que Sophie mangeait son petit déjeuner, Marianne consulta son agenda. La journée s'annonçait chargée. Elle avait un rendez-vous avec son conseiller financier le matin, puis un cours à l'université l'après-midi. Après de longues réflexions, elle avait décidé de reprendre des études en gestion d'entreprise, avec l'idée de réaliser son rêve d'ouvrir une librairie. Une fois Sophie déposée à l'école, Marianne se rendit à son rendez-vous. Philippe, son conseiller, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Alors, Marianne, comment se passe cette nouvelle vie à Lyon ?» demanda-t-il après les salutations d'usage. « C'est différent, répondit Marianne. Excitant et un peu effrayant à la fois. Mais je sens que c'était la bonne décision. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de l'état de ses finances et de ses projets. L'héritage, prudemment investi, leur assurait une sécurité confortable. Mais Marianne était déterminée à ne pas dépendre uniquement de cet argent. « J'ai fait des progrès sur mon projet de librairie, expliqua-t-elle à Philippe. J'ai repéré un local potentiel dans le 2e arrondissement. C'est un peu cher, mais l'emplacement est idéal. » Philippe hocha la tête, pensif. « C'est un beau projet, Marianne. Mais n'oubliez pas que monter une entreprise comporte toujours des risques. Êtes-vous sûre d'être prête ? » Marianne réfléchit un moment avant de répondre. « Je sais que ce ne sera pas facile. Mais après tout ce qui s'est passé, je crois que j'ai besoin de ce défi. De construire quelque chose qui m'appartient vraiment. » En quittant le bureau de Philippe, Marianne se sentait à la fois excitée et anxieuse. Le projet de librairie n'était plus un simple rêve lointain, il commençait à prendre forme, à devenir réel. L'après-midi, à l'université, Marianne se plongea dans ses cours avec enthousiasme. À 35 ans, elle était plus âgée que la plupart de ses camarades, mais cela ne la dérangeait pas. Au contraire, elle appréciait la richesse des échanges, le mélange des générations et des expériences. Pendant une pause entre 2 cours, son téléphone vibra. C'était un message de Lucie. « Coucou ma belle. J'ai réservé mon billet pour venir vous voir le mois prochain.
J'ai hâte de découvrir votre nouvelle vie. Marianne sourit, touchée par la fidélité de son amie. Malgré la distance, Lucie était restée un soutien constant, toujours prête à l'écouter et à l'encourager. Le soir venu, après avoir récupéré Sophie à l'école et préparé le dîner, Marianne s'installa dans le salon avec un livre. Sophie jouait tranquillement avec ses Legos, construisant ce qui ressemblait à une réplique miniature de la basilique de Fourvière. « Maman, dit soudain Sophie, levant les yeux de sa construction, tu crois que papa nous voit de là-haut ?» Marianne sentit son cœur se serrer. Charles était décédé 2 mois après leur déménagement à Lyon. Malgré la complexité de leur histoire, sa disparition avait été un choc, surtout pour Sophie. « Je suis sûre qu'il nous regarde, ma chérie, répondit doucement Marianne. Et je suis sûre qu'il est très fier de toi. Sophie hocha la tête, semblant satisfaite de cette réponse, et retourna à ses Legos. Marianne l'observa un moment, émerveillée par la résilience des enfants. Plus tard dans la soirée, une fois Sophie couchée, Marianne sortit sur le petit balcon de l'appartement. La ville s'étendait devant elle, un océan de lumière scintillante. Elle repensa au chemin parcouru depuis cette fameuse lettre annonçant l'héritage. Tant de choses avaient changé. La trahison de Charles, le divorce, la maladie, le déménagement. Chaque épreuve avait laissé sa marque, mais l'avait aussi rendue plus forte. L'héritage, qui au début lui avait semblé être une source de problèmes, s'était finalement révélé être une opportunité de se redécouvrir, de se réinventer. Le lendemain matin, Marianne se leva tôt, déterminée à avancer sur son projet de librairie. Après avoir déposé Sophie à l'école, elle se rendit dans le 2e arrondissement pour revoir le local qu'elle avait repéré. Debout devant la vitrine vide, Marianne laissa son imagination vagabonder. Elle visualisait déjà les étagères remplies de livres, un coin confortable pour les lectures d'enfants, peut-être même un petit espace café. « Vous êtes intéressé par le local ?» Une voix l'attira de sa rêverie. C'était une femme d'une 50aine d'années, au sourire chaleureux. « Oui, répondit Marianne. J'aimerais ouvrir une librairie. »« Oh, comme c'est merveilleux !» s'exclama la femme. « Je m'appelle Geneviève, je tiens la boulangerie juste à côté. Une librairie serait parfaite dans le quartier. » Marianne et Geneviève commencèrent à discuter, et bientôt, elles étaient assises à la terrasse d'un café voisin, partageant leurs expériences et leurs espoirs pour le quartier. « Vous savez, dit Geneviève en sirotant son café, ouvrir mon commerce n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout abandonner. Mais quand je vois mes clients sourire en dégustant mes croissants, je sais que ça en valait la peine. » Ces mots résonnèrent en Marianne. Elle réalisa que son projet de librairie n'était pas seulement une aventure personnelle, mais aussi une façon de s'intégrer dans sa nouvelle communauté, de créer des liens, de partager sa passion. En rentrant chez elle ce soir-là, Marianne se sentait plus déterminée que jamais. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir trouvé sa voie. Alors qu'elle aidait Sophie à faire ses devoirs, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Allô ?» répondit-elle, intriguée. « Marianne ?» La voix à l'autre bout du fil était hésitante. « C'est Rose. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas parlé à son ex-belle-mère depuis des mois. « Rose ? Comment allez-vous ?» Il y eut un silence, puis Rose reprit, « Je voulais m'excuser, Marianne. Pour tout. J'ai été égoïste et injuste envers toi. » La conversation qui suivit fut longue et émouvante. Rose lui raconta comment elle avait finalement vendu sa maison à Paris pour rembourser ses dettes, comment elle avait dû faire face à ses propres démons après le décès de Charles. « Je comprends maintenant, dit Rose, la voix tremblante. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. J'ai appris ça à mes dépens. » Après avoir raccroché, Marianne resta un moment immobile, submergée par l'émotion. Cette conversation inattendue semblait clore un chapitre de sa vie, lui permettant enfin de tourner complètement la page. Ce soir-là, allongée dans son lit, Marianne réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis l'annonce de l'héritage. Les épreuves, les larmes, mais aussi les moments de joie et de découverte. Elle pensait à Sophie, qui s'épanouissait dans sa nouvelle école. À son projet de librairie, qui prenait forme jour après jour. À cette nouvelle vie qu'elle construisait ensemble à Lyon.
L'héritage de tante Élise avait été bien plus qu'une somme d'argent. Il avait été le catalyseur d'un changement profond, l'opportunité de redéfinir ce qui comptait vraiment. Demain serait une nouvelle journée, remplie de défis et de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, Marianne l'attendait avec impatience et sérénité. Quoi que l'avenir lui réserve, elle savait maintenant qu'elle avait la force de l'affronter. Alors que le sommeil la gagnait, Marianne sourit dans l'obscurité. La vie ne serait peut-être pas toujours facile, mais elle était enfin sur la voie qu'elle avait choisie. Et cela, plus que tout l'argent du monde, était la véritable richesse.